Français, vous êtes de nouveau maîtres de vos destinées. Pour la 4e fois depuis moins d'un demi-siècle, vos institutions politiques se sont écroulées et nous sommes livrés aux plus douloureuses épreuves. Durant les longues années d'un exil immérité, je n'ai pas permis un seul jour que mon nom fût une cause de division et de trouble, mais aujourd'hui qu'il peut être un gage de conciliation et de sécurité, je n'hésite pas à dire à mon pays que je suis prêt à me dévouer tout entier à son bonheur. Et c'était l'extrait, les propos exactement, le contenu de la déclaration la proclamation que fait le comte de Chambord à partir de son exil en Autriche au moment de la Révolution 70, de la proclamation de la République. Et s'il est certain, persuadé que la monarchie peut être rétablie à son profit, c'est qu'effectivement, ça peut paraître curieux, Daniel de Montplaisir, parce que la République vient d'être proclamée, c'est que jamais les circonstances étaient aussi favorables à son retour en France. À la première assemblée élue de cette 3e République qui venait à peine de commencer, ce sont les monarchistes qui sont majoritaires. Oui, alors dans l'extrait que vous avez cité, petit aspect anecdotique, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelque chose de très gaullien dans cet appel. On croirait entendre le général de Gaulle en mai 1958. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que le général de Gaulle, quand il a fait sa déclaration en mai 1958, n'a pas pensé à celle du comte de Chambord. Il était très, très chambordiste au sens au sens de sa culture historique. Oui, en 1871, que se passe-t-il? Après la défaite de Sedan, on interroge les Français pour savoir s'il faut continuer la guerre ou faire la paix. La majorité rurale de la France veut évidemment faire la paix. Pourquoi? Parce que la guerre est perdue et il n'y a pas d'autre solution que de faire la paix. Elle amène donc à Bordeaux, puisque Paris est entouré par les troupes prussiennes, elle amène à Bordeaux, qui sert de capitale provisoire, une assemblée de 400 députés monarchistes sur 600 élus, ce qui est énorme. Et ce que souvent les historiens ont mal souligné, cette assemblée a 2 missions. Faire la paix, mais ramener le roi. Parce que pour les électeurs, on le voit très bien quand on regarde les professions de foi ou les débats qu'il y a eu lors de cette très courte campagne électorale de février 71, les deux sont intimement liés. Faire la paix, c'est également ramener le roi, parce que la France est lasse de tous ces régimes, de tous ces expédients, de ces républiques provisoires, etc., qui ont abouti au désastre de Sedan. Alors les monarchistes sont majoritaires dans cette assemblée, mais ils sont encore divisés. Il y a toujours cette division orléaniste et légitimiste, mais il se trouve qu'à ce moment-là aussi, pour faciliter le rétablissement de la monarchie, eh bien, les 2 prétendants, pardonnez-moi d'employer le mot prétendant, mais le comte de Paris et le comte de Chambord s'entendent sur la succession. Il y a une réconciliation entre les 2 branches. Pourquoi? Vous le rappelez, Daniel de Montplaisir, parce que tout simplement, le comte de Chambord n'ayant pas d'enfants et ne pouvant pas avoir d'enfants, eh bien, on s'entend en se disant, voilà, vous serez le roi quand on rétablira la monarchie, vous, comte de Chambord, mais après, eh bien, la succession reviendra tout naturellement à la branche des Orléans, c'est-à-dire au comte de Paris. Oui, alors les 400 députés monarchistes constituent évidemment une écrasante majorité, mais c'est vrai qu'ils sont divisés entre légitimistes et orléanistes. Et donc la seule solution pour arriver à faire la restauration, c'est que les 2 s'entendent. On s'entend assez facilement sur le nom du comte de Chambord. Louis-Philippe, déjà de son exil, y avait poussé autrefois, parce que tout le monde reconnaît que c'est l'héritier du trône et on ne veut plus de querelles à l'intérieur de la famille. Deuxièmement, c'est vrai, il n'a pas d'enfant. Ce qui d'ailleurs aura été le drame de sa vie. Et comme il n'a pas d'enfant, les partisans du comte de Paris se disent tout naturellement, quand il mourra, il n'est pas près de mourir, il n'a que 53 ans à l'époque où se fait la réconciliation entre légitimistes et orléanistes. Il n'a que 53 ans, mais un jour viendra bien où il cédera la place au cousin d'Orléans. Et donc l'accord pourrait se faire assez facilement là-dessus. Et puis, patatras, tout ça ne fonctionne pas parce que la querelle du drapeau blanc et du drapeau tricolore, qui était déjà présente en 1848, réapparaît et cette fois-ci fait voler un éclat toute possibilité d'accord. Oui, parce que les orléanistes sont attachés au drapeau tricolore et même d'ailleurs une partie des légitimistes qui viennent voir le comte de Chambord pour essayer de le convaincre de renoncer au drapeau blanc. Je ne puis revenir en France qu'avec mon principe et mon drapeau. Je sens qu'avec le drapeau tricolore, je ne suis plus moi-même.
Pensez, monseigneur, que vous tuez le principe de la légitimité si nécessaire au repos du pays. Vous tuez la France. Vous vous tuez vous-même. Le drapeau tricolore est le symbole du régime moderne. Quand on agite le drapeau blanc, le peuple croit voir le retour des privilèges, de la féodalité et la suppression de l'égalité. Le drapeau tricolore, c'est pour le peuple la date de son affranchissement. Il y voit ses lettres de noblesse. Il demande à tous les gouvernements de lui en assurer la possession. Le maintien du drapeau tricolore est une nécessité absolue. Et si monseigneur renonce à lui, il faut qu'il renonce à la couronne de France. Je ne puis accepter le drapeau tricolore. Je veux que le drapeau de mon royaume soit le drapeau blanc. Et c'est parce qu'il s'entête à vouloir garder le drapeau blanc que finalement la Restauration va rater. On a du mal à comprendre, Daniel de Montplaisir, quand même, alors que le pouvoir est à portée de main, que la monarchie peut être rétablie, et bien que tout cela échoue parce que le comte de Chambord s'attache à la couleur d'un drapeau. Oui, alors on a beaucoup parlé de son obstination et, comme vous venez de le faire, de son entêtement, mais il faut bien comprendre deux choses. Pour le comte de Chambord, accepter le drapeau tricolore, c'est comme si vous, dans votre bureau, vous travaillez avec au-dessus de votre tête le portrait de l'assassin de votre père, par exemple, ou quelque chose d'absolument horrible. Donc il y a un point de principe, il y a un point d'honneur. Pour lui, le drapeau tricolore, c'est le drapeau taché du sang des Français. Oui, mais enfin, écoutez, son ancêtre lointain, Henri IV, avait dit « Paris vaut bien une messe » et s'était converti pour devenir roi de France. Là, le comte de Chambord refuse d'être roi s'il fallait pour cela renoncer au drapeau blanc. C'est le contraire de ce qu'avait fait Henri IV, au fond. Absolument. Le comte de Chambord, dans la série des rois de France, a rompu complètement avec la tradition pragmatique de ses prédécesseurs. Tous les Bourbons étaient des pragmatiques. Ils étaient prêts à se battre comme des chiens pour arriver au pouvoir ou pour le conserver. Le comte de Chambord est en contrepoint total. Pour lui, l'honneur et les principes et la continuité historique l'emportent sur les expédients du moment. Sa haine du drapeau tricolore signifie aussi pour lui le fait que s'il l'acceptait, il se laisserait verrouiller. Il le dit à un moment donné dans ses nombreuses déclarations, il dit « Mais si j'acceptais le drapeau tricolore, je commencerais un règne fort par un acte de faiblesse ». Et il considère qu'il serait complètement ficelé par les chambres et qu'il ne pourrait pas prendre en France les décisions qui s'imposent pour le redressement du pays. C'est pour ça que ça va beaucoup plus loin qu'une question de symbolique de couleur. C'est aussi la signification de la politique qu'on risque de lui imposer si jamais il cède sur la question du drapeau. Mais il aurait pu, revenant en France en acceptant le drapeau tricolore, revenir plus tard au drapeau blanc. Il n'y avait pas aussi une espèce de lassitude, au fond, d'attendre si longtemps un pouvoir auquel il ne croyait plus. Peut-être pensait-il même qu'au fond, la République était bien ancrée en France. En tout cas, les royalistes essayent une dernière fois de préserver les chances d'une restauration. Et c'est la raison pour laquelle, le 18 novembre 1873, il désignait pour 7 ans un maréchal légitimiste, le maréchal de MacMahon, président de la République. Messieurs, par 383 voix contre 317, soit à une majorité de 56 voix, l'Assemblée a voté cet article. Le pouvoir exécutif est confié pour 7 ans au maréchal de MacMahon, duc de Magenta. Ce pouvoir continuera à être exercé avec le titre de président de la République et dans les conditions actuelles, jusqu'aux modifications qui pourraient y être apportées par les lois constitutionnelles. Ah, monseigneur, quelle belle occasion vous avez perdue. Et oui, c'était la proclamation par l'Assemblée de MacMahon, président de la République pour 7 ans. Alors, on sait que pendant des années, jusqu'à ces derniers temps, jusqu'à une dernière réforme, le président de la République est élu pour 7 ans. On ignore que c'est précisément la durée qui a été choisie à ce moment-là. Pourquoi ça a un lien avec le septennat. Le septennat de MacMahon était fait en fait pour permettre, en attendant l'éventuelle mort du comte de Chambord, de pouvoir rétablir la monarchie, Daniel Montplaisir. Alors d'abord, il faut préciser, MacMahon n'a pas été élu président de la République en novembre 73, mais en mai 73 à la chute de Thiers. Ce qui se passe en novembre 73, c'est le vote du septennat. Pourquoi 7 ans? Parce qu'on veut que le maréchal de MacMahon, qui est réputé légitimiste, en fait il ne l'est pas du tout, mais il a l'image d'un légitimiste, reste au pouvoir le plus longtemps possible, de manière à ce que soit l'accord de nouveau se fasse entre orléanistes et légitimistes, soit que le comte de Chambord renonce, soit même qu'il disparaisse. Il n'est pas très âgé, mais tout de même, on avait envisagé d'ailleurs que MacMahon soit élu pour 10 ans.
Et c'est lui qui avait dit, compte tenu de mon âge, 7 ans, ça serait quand même mieux. Donc le septennat vient un peu du hasard. Mais ce qu'il faut signaler, c'est tout à fait passionnant cette histoire, c'est que lorsque le septennat est voté, à Versailles, le comte de Chambord est à Versailles, caché dans une petite maison de la rue Saint-Louis, où il a l'idée de venir à l'Assemblée et de se faire acclamer par les députés en posant la main sur le bras du maréchal de MacMahon. Et c'est MacMahon qui est accroché au pouvoir, comme c'est pas possible, qui refuse cette opération, et Chambord reste caché dans une petite rue de Versailles pendant que les Français votent la République. Avant de repartir donc dans son exil en Autriche, Daniel de Montplaisir, il va encore vivre 10 ans, puisqu'il est mort en 1883. D'une certaine manière, quand même, ce refus de restauration qui vraiment aurait pu marcher, ça se tenait à peu de choses, ça tenait à la couleur d'un drapeau, eh bien fait que si nous sommes en République aujourd'hui, parce que la République a mis du temps à se consolider dans les années 1870, mais c'est grâce à un roi, au dernier roi de France, c'est-à-dire au comte de Chambord. Alors oui, la République nous doit beaucoup. Alors beaucoup d'historiens considèrent ont écrit d'ailleurs que le comte de Chambord, c'était lui, le véritable fondateur de la République. Oui, il l'est par défaut, dans la mesure où la monarchie a échoué. On peut considérer que si c'est lui qui l'a fait échouer, la République est née de ça. À mon avis, l'auteur de la République française, c'est pas le comte de Chambord, c'est Bismarck. Les troupes prussiennes sont encore en France. Bismarck Bismarck préférait la République à la monarchie. Il disait la République sera un régime faible, un régime un peu anarchique. Elle ne risque pas de chercher la revanche, de refaire une armée qui reprenne l'Alsace et la Moselle. Alors que si le comte de Chambord monte sur le trône, dans les 6 mois, j'ai une nouvelle guerre avec la France. Donc il a pas ménagé ses efforts et son argent pour persuader les députés français de voter la République. Chambord retourne donc à Frosdorf, il y meurt en 1883. C'est assez pathétique d'ailleurs parce qu'il n'est jamais revenu en France, même mort. C'est Chateaubriand qui avait dit, alors qu'il est mort en 1848, mais qui pressentait peut-être cela, privé tour à tour sur le sol français de son père, de sa couronne et de sa tombe. Et effectivement, vous avez été voir sa tombe, je crois qu'elle est près de Trieste. Et surtout, après lui, voilà qu'il n'y a plus de descendants au fond. Enfin plutôt, il y a plusieurs successeurs possibles. Alors avec lui, s'éteint la branche aînée des Bourbons. Et apparaît à ce moment-là un drame épouvantable. C'est que ses parents les plus proches, ce sont les Bourbons d'Espagne, mais qui ont oublié la France en 1883. Leur ancêtre a renoncé au trône de France. La majorité des royalistes sont orléanistes, mais ils ne sont pas acceptés par tout le monde. Donc il y a plusieurs prétendants, plusieurs successeurs au comte de Chambord, mais dans une monarchie qui n'est pas prête sans doute d'être rétablie. En tout cas, pour en savoir plus sur ce personnage dont on parle très peu dans l'histoire, le dernier roi de France, eh bien on peut lire votre biographie, Daniel de Montplaisir, le comte de Chambord, qui a été publié aux éditions Perrin. Vous avez pu entendre des extraits de la Tribune de l'Histoire, intitulée L'heure du destin, le comte de Chambord, d'André Castelot et de Alain Decaux, une dramatique qui date de 1959, et puis également un court extrait du téléfilm Bouvard et Pécuchet, publié aux éditions Cobafilm. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Rémi Quincé, Julien Chabassu, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.